Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc pour votre information, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir si besoin est. Vous êtes libre d'ouvrir ou non votre caméra et votre micro, c'est vraiment selon votre aisance. Par contre, juste pour votre information, afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre, nous pourrions être amenés à couper certains micros si des bruits de fond se font entendre. Concernant les questions, elles pourront être posées à la fin de la présentation, donc soit directement au micro, soit dans le chat, comme vous préférez. De mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, Anouchka du groupe NISA. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Simon Lessard, président directeur général de Lithologique, qui vient nous présenter sa solution d'analyse minéralogique automatisée. Donc ce webinaire s'inscrit dans la campagne Restez en mouvement, qui est une série issue de notre parcours Vortex chapitre IoT. Je tiens à remercier notre partenaire 48e Nord pour sa collaboration dans cette initiative. Je vais donc céder maintenant la parole à Simon et puis je serai de retour à la fin pour la période de questions. Merci beaucoup, Anouchka. C'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui et de vous partager les derniers développements de notre solution d'analyse minéralogique depuis l'année passée. Je vais faire la présentation aujourd'hui en compagnie de notre CTO Philippe Wipaczewski qui va présenter vers la fin des résultats techniques. Donc, je vais tout de suite, sans plus tarder, faire le partage de mon écran. Donc, je présume que vous voyez mon écran. Alors, voici l'ordre du jour. On va faire une brève présentation de l'éthologique, le contexte et les enjeux opérationnels associés au projet Vortex. Un petit aperçu de notre solution, les bénéfices clients de notre solution d'analyse minéralogique. Quelques résultats pour la fin, une conclusion et des questions. N'hésitez pas. Donc, petite intro, l'éthologique. L'éthologique, c'est avant tout une expertise en géologie, en traitement de données et en imagerie hyperspectrale. Donc, on attaque le problème sur deux axes principalement en développant un logiciel d'analyse minéralogique qui est axé sur la fiabilité des données et l'utilisabilité des résultats. Donc, ici, vraiment, le focus est mis sur rendre les résultats qui sont utilisables pour une prise de décision rapide dans un contexte opérationnel. Et le deuxième aspect, c'est le développement de nos propres équipements de core scanning en lien avec notre vision d'accélérer le flux de travail et de permettre une analyse sur site qui soit rapide, qui soit fiable et qui permette d'avoir des résultats obtenus rapidement. Et tout ça dans l'objectif de fond de démocratiser le core scanning. Donc, on veut en faire un outil, un incontournable, qui deviendra un outil parmi la panoplie d'outils du géologue aujourd'hui pour arriver à collecter les données de terrain et prendre des décisions d'opération, tout en mettant un emphase là, sur rendre les bénéfices économiques et opérationnels très concrets. Donc, dans le contexte du projet Vortex, et même un petit peu plus largement, là, c'est un constat général de l'industrie. Actuellement, le core logging est fait majoritairement de manière manuelle, donc c'est un processus qui est long, donc prend beaucoup de temps à réaliser, qui est limité par les capacités de l'œil humain. Ici, c'est vraiment pas l'expertise des gens qui est remis en question, c'est vraiment la capacité de déterminer les nuances des différentes phases minéralogiques. On sait que notre humain voit principalement les couleurs avec une certaine limitation. Aussi la logistique qui est complexe, entourant la description des carottes de forage, ce qui finit par parfois accumuler un certain backlog sur le traitement des échantillons, hein, qui aura un impact dans les opérations, parce qu'on veut les résultats, l'information le plus vite possible pour prendre la décision à temps. Donc, le backlog peut être un enjeu à ce niveau-là. Et finalement, ben, il y a certainement un coût et un délai là, qui est considérable là, pour aller faire les analyses en laboratoire. Donc, dans le contexte de notre solution, ici, parmi les objectifs du projet, on voulait démontrer que notre solution a le potentiel d'éliminer le backlog en permettant de suivre la cadence d'un projet d'exploration ou de production en cours actif. Donc, l'idée était de démontrer qu'on peut scanner l'entièreté des nouveaux forages chaque jour qui sont amenés à la Carotech. Donc, les analyser au fur et à mesure que les forages sont mis à notre disposition et de livrer les résultats très tôt, pour 8 heures le lendemain matin, afin de s'assurer que les géologues, en commençant leur journée, avaient les données sur leur dashboard, sur leur interface, afin de les utiliser comme assistance au core logging.
Par le fait même, on voulait aussi automatiser plusieurs tâches qui sont connexes à la description des carottes, comme par exemple la prise de photos, les calculs RQD, les mesures de susceptibilité magnétique, toutes des étapes qui sont faites aujourd'hui avec divers outils, qui sont des étapes de plus. Eh bien, nous, on a automatisé, on a intégré toutes ces étapes-là à même le scan d'analyse minéralogique. Et finalement, ben, intégrer les données dans un flux de travail établi qui est sans nécessairement tout perturber là, les opérations. Un petit encore ici pour faire ben, remercier les partenaires du projet, Eldorado Gold Québec et Probe Gold, sans qui ce projet n'aurait pas pu avoir lieu, ainsi que Groupe MISA et 48e Nord pour le support à la gestion de l'innovation et la commercialisation. Donc, voici maintenant notre solution. Ce qu'on voit ici, c'est le laboratoire mobile, celui qu'on a mobilisé sur les différents sites de nos partenaires afin de réaliser les mesures de terrain. Donc, c'est un équipement qui peut intégrer jusqu'à 4 caméras hyperspectrales. Donc, chaque caméra voit une plage spectrale différente. Donc, il correspond, on pourrait résumer, en une famille minéralogique là, associée à chaque plage spectrale. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a quand même un ensemble assez complet au niveau de l'imagerie hyperspectrale pour aller chercher un maximum de données dans plusieurs familles différentes, ainsi que caméra couleur haute résolution, sec et mouillé, pour prendre les photos de documentation, aussi calculer le RQD, entre autres, et susceptibilité magnétique prise en continu le long de la carotte, ainsi que fluorescence qu'on a pu déployer au cours de l'année sur un projet de lithium, entre autres. Donc, au cours de ce projet-là, les travaux qui ont été réalisés étaient majoritairement au niveau de l'analyse, du logiciel de présentation des données et de l'analyse numérique. On n'a pas focusé sur la plateforme, elle était déjà en place, déjà fonctionnelle là, au début du projet. Donc, on a focusé sur la livraison des données en 24 heures, le scan jusqu'à 1400 mètres par jour. C'est ce qu'on a démontré pendant la durée du projet. Tout en gardant le focus sur notre objectif de 2000 mètres par jour, on a quand même atteint 1400 mètres dans le cadre de ce projet-là, dû à diverses raisons. Là. Entre autres, il y avait des boîtes de 2 rangées au lieu de 3. C'est sûr que nous, c'est un taux de boîte à l'heure qu'on arrive à mesurer. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'objectif d'avoir autant de forages analysés par jour, ce n'est pas nécessairement de vraiment scanner 2000 mètres par jour. Il y a peu de projets qui vont générer autant de volume. C'est surtout le 60 secondes par boîte qui est l'important ici, parce qu'on veut éviter que notre équipement soit le goulot d'étranglement dans un quelconque processus d'opération. Donc, de cette manière-là, on s'assure que les géologues n'attendront à peu près jamais après leur échantillon. Donc, si on a un projet de 2, 3, 400 mètres, 500 mètres par jour, bien, les données seront disponibles en début d'après-midi, puis voilà, la boucle elle devient de plus en plus rapide. On a fait un déploiement de notre logiciel utilisateur. Donc, on l'a rendu disponible sur les postes de travail des géologues. Donc, concrètement, c'était un écran qui est installé au-dessus du poste de travail où le géologue fait son logging de carottes. Et puis, les données des analyses étaient disponibles en support au log. Donc, ça a augmenté la confiance du géologue là, au cours de son travail en voyant directement ce que la machine avait vu, les différentes altérations, les phases minérales. C'était disponible là, directement sur le poste de travail du géologue. On voit ici une petite démonstration rapide. Là, on voit qu'on peut charger un trou complet dans le logiciel et ensuite on peut mettre côte à côte les différentes cartes minéralogiques. Donc, on voit des minéraux ici, on voit la chimie des minéraux, comme par exemple, je vais le mettre en pause ici. On voit la chimie des carbonates, la chimie des micas blancs. Donc, on peut vraiment personnaliser l'affichage ici selon ce qu'on veut voir. On peut aussi charger des résultats d'assays qui viennent de l'externe. On peut zoomer, vraiment naviguer dans le projet et mettre tout ça côte à côte pour voir quelles sont les différentes corrélations, comment évolue notre géologie à travers tout le projet. Donc ça, c'est le logiciel qui était directement disponible sur le bureau des géologues pour supporter l'analyse de carottes de forage. Au niveau des bénéfices clients, ce qu'on vise à apporter avec cette solution-là, ça se découle principalement en 3 thèmes, là, finalement, des bénéfices opérationnels au niveau de la qualité
et des bénéfices économiques. Donc, au niveau de l'opérationnel, on vise vraiment à accélérer toute l'étape de collecte de données, donc éliminer le backlog avec notre solution qui va aller jusqu'à 2000 mètres analysés par jour. Jour étant un chiffre de 8 heures dans le contexte ici. Accélérer la prise de décision. Donc, les résultats en 24 heures, ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important qui nous a été mentionné par nos partenaires et plusieurs de nos clients aussi. Il faut vraiment que cette boucle-là soit très rapide. On vise à accélérer le flux de travail à la Carotech aussi, donc éviter les retours. Parfois, il manque une information, on va ressortir les boîtes. Il y a beaucoup de logistique associée à tout ça. Bien, une fois que la carotte sera numérisée, eh bien, on va éviter un paquet de ces retours-là qui sont très, très peu efficaces dans le contexte d'opération. Et automatiser mais la collecte des données, plusieurs types, comme par exemple au niveau de la susceptibilité magnétique. C'est une mesure qui est prise aujourd'hui avec un instrument manuel qu'on vient placer sur la carotte. On va prendre un certain nombre de points parce que c'est quand même beaucoup de manipulation, peut-être au mètre, aux 2 mètres, aux 3 mètres. Bien, dans le cas ici, on l'a intégré à la machine, donc on prend des points en continu au niveau de la carotte. Donc, on voit la trace orange ici qui est nos mesures, alors que l'autre trace, ben, c'est les mesures qui sont un peu plus ponctuelles. Donc, on voit qu'on a beaucoup plus de résolution au niveau de la mesure, mais c'est aussi surtout automatisé. On ne se le cachera pas que ça optimise pas mal les opérations. Au niveau du RQD, on va aller calculer les segments, on va aller déterminer le fameux critère RQD là, qui aujourd'hui est mesuré manuellement avec des outils qu'on connaît. Et évidemment, ben, les photos. Les photos qui sont prises dans un contexte répétable avec un éclairage optimal, sans ombre, vraiment dans un contexte où les photos vont être de grande qualité si on veut faire du traitement par la suite et s'assurer que euh, la qualité est toujours là. Justement, au niveau de la qualité de tout ce qui est minéralogie aussi, notre solution va vraiment augmenter cette qualité-là en augmentant ben, le niveau de confiance des logs. Il y a beaucoup de nuances qui sont très difficiles à percevoir à l'œil, hein, comme ce qu'on voit ici un peu en exemple. Là, à droite, on voit la chimie des carbonates. Bon, aller dans autant de détails avec notre œil d'humain, ça devient assez difficile et discutable entre les différentes personnes qui vont mettre bon, la séparation où arrête tel type de carbonate, comment on nomme les différentes chimie de ces carbonates-là, eh bien, avec la machine, ça devient beaucoup plus évident. On peut mettre des métriques aussi qui vont être répétables, qui vont être calculées toujours de la même manière par la machine, alors que, bon, ça dépend des habitudes et du confort des gens qui le font manuellement. Et bon, l'identification précise de l'altération minérale. Là. Évidemment, tout ça se ramasse dans une base de données qui est structurée, qui est un excellent investissement pour le futur de cette manière. Et finalement, le troisième paramètre de bénéfice, c'est le paramètre économique. Donc, on peut voir cet outil-là comme un aide à l'échantillonnage. Donc, ce qu'on voit dans le bas du graphique ici, c'est un score d'altération. C'est une métrique synthétique qu'on génère qui permet, avec un simple coup d'œil, de voir quelles sont les zones d'importance sur la carotte et qui sont confirmées par le retour du laboratoire. En haut ici, ce qu'on voit, ça, c'est la teneur en or réel dans un exemple de projet aurifère. Et ce qu'on voit, la barre grise, c'est l'ensemble des échantillons qui ont été collectés sur le terrain, qui ont été envoyés à l'analyse par la suite. Et ce qu'on voit en regardant notre score d'altération, c'est que si on avait utilisé ce score d'altération-là pour sélectionner les échantillons, eh bien, on aurait pu potentiellement éviter jusqu'à 57% d'échantillons envoyés au laboratoire. Donc ça, on est conscient que bon, c'est une étude de cas d'économie potentielle. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait rendu là au niveau de la prise de décision parce qu'il va falloir gagner confiance en la méthode, mais je suis assez confiant que dans le futur, avec l'expérience, on va finir par concrétiser ces bénéfices-là et sauver quand même beaucoup de sous au laboratoire d'analyse et beaucoup de temps. Et considérant bon, l'économie des frais de laboratoire, considérant l'optimisation du personnel qui fait les travaux à la Carotech, on pense pouvoir arriver à générer des économies jusqu'à 25% là, dans les processus à la Carotech, sans compter la base de données structurée et de grande qualité qui est générée en même temps par rapport au scan. Donc, voilà, c'était
c'était pour le petit wrap-up de ce qu'on a fait au cours du projet Vortex. J'aimerais passer la parole à Philippe maintenant qui vous présentera les résultats de nos analyses. Je ne sais pas si c'est moi qui ai changé. OK. OK, bonjour. Donc, ici, je vais présenter là, très brièvement quand même des résultats en vrac qui viennent de 3 sites différents. Donc, c'est 3 projets là qu'on a réalisés dans la dernière année qui montrent soit un peu les mêmes choses, soit des choses un peu différentes. Si vous avez assisté à mes présentations précédentes, vous avez vu, j'ai parlé beaucoup de mica blanc, j'ai parlé beaucoup de tourmaline. Je vais focuser sur un autre thème aujourd'hui. Ça va être plus un focus sur les carbonates et sur le quartz, qui sont des minéraux qu'on ressort maintenant avec notre instrument Midwave, qui sont plutôt des nouveautés là, dans le domaine de la spectroscopie. On est une des rares compagnies là, qui a, une des rares ou une des seules compagnies qui ont l'instrument Midwave disponible là, pour tous les projets. Donc ici, là, on a un projet typique, là, c'est de l'or orogénique en Abitibi. C'est la même slide que Simon avait montré précédemment pour la chimie des carbonates. Ben ici, il y a 2 choses qui sont un peu plus importantes. Premièrement, la zone minéralisée, complètement à droite, on voit les teneurs en or qui ont été fournies là, par le client. Donc, on voit qu'il y a 2 zones minéralisées, une autour de 220 mètres, une autour de 320 mètres. Et nous, ce qu'on va regarder ici, ça va être 2 paramètres. Ça va être la chimie des carbonates, et puis notre score d'altération là, qui inclut plusieurs autres minéraux. Donc, premièrement, ici, avec la chimie des carbonates. Les carbonates qu'on détecte ici avec la caméra Midwave. Donc, si vous connaissez un peu la spectroscopie, vous savez peut-être que les carbonates peuvent être détectés dans certains cas dans le shortwave. Mais ces cas-là, c'est seulement si les carbonates sont en abondance majoritaire. Donc, seulement si c'est 50% et plus, là, mettons, de carbonate, une vénule, une veine de carbonate ou un limestone, ça va être détecté comme carbonate dans le shortwave. Mais les traces de carbonate et les pourcentages mineurs, là, disons 10% et moins de carbonate, ne seront pas détectés dans le shortwave. C'est juste impossible. Il y a trop d'interférences avec les autres minéraux. Donc, dans le midwave qu'on a ici, on a fait certaines études là, avec de diffraction rayon X, du XRD, qui nous montrent là, des pourcentages de 1, 2, 3, 4% de carbonate au XRD, alors que nous, de notre côté, ben, la réponse est presque de 100% là, de carbonate dans le midwave. Donc, tout ça pour dire qu'on est capable de détecter vraiment des faibles abondances de carbonate. Donc, c'est des carbonates disséminés dans la matrice. C'est pas des veines, c'est pas des vénules, c'est vraiment là, le background de carbonate. Donc, en plus de détecter la présence, on détecte ou on caractérise la chimie du carbonate. Spécifiquement, c'est le contenu magnésium de ces carbonates-là. Donc, ici, sur notre échelle de couleur, pour les carbonates en jaune, c'est de la calcite avec 0 magnésium. Et en bleu-violet, c'est ce qu'on va appeler ici, on va grouper ça en enchérite. Enchérite, pour nous, voulant dire quelque chose qui a du magnésium. Donc, je pourrais vous sortir le contenu exact de magnésium, mais c'est moins intéressant que juste dire que ce n'est pas une calcite. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est que il y a vraiment une coupure assez franche, assez nette entre les zones de calcite qui sont le background, donc les zones non minéralisées, et les zones minéralisées, où en fait on voit un halo d'altération en enchérite qui est pas mal plus large que juste la zone minéralisée. On voit donc que les zones minéralisées, en regardant la deuxième, fait de 310 à 325 mètres, donc 15 mètres de minéralisation. La zone d'enchérite fait à peu près 30 mètres. Donc le double là, de la zone minéralisée. Si on focus un peu plus dans la chimie de l'enchérite, on va voir après, on peut commencer à faire des distinctions parce qu'en fait, la minéralisation correspond à mes zones d'enchérite bleues qui sont en fait du magnésium intermédiaire, alors que j'ai aussi de l'enchérite qui tombe en violet ici, qui est de l'enchérite plus riche en magnésium, mais celle-là, elle est juste à l'extérieur des zones minéralisées. Donc, si on recommence à regarder un peu plus le détail, on peut sortir plus d'informations, mais juste en regardant grossièrement, on peut dire bleu, violet versus jaune, ça nous donne une très bonne idée là, de où sont les zones minéralisées, ou en fait, où sont les zones d'altération. L'autre chose qu'on peut regarder dans ce forage-là, ça va être le score d'altération. Ici, comme Simon disait, c'est une mesure synthétique qui inclut
la plupart des minéraux qu'on a vus. Donc, c'est un score de +1 pour, mettons, les mica blancs, +1 pour la chlorite, +1 pour la tourmaline. Et donc ça nous donne vraiment un halo d'altération qui est encore plus grand. Ça nous permet de voir ici 50 mètres d'altération autour de la zone de 15 mètres. Donc voilà, on peut passer à la prochaine slide. Ici, c'est pour résumer, en fait, une chose qu'on n'a pas vraiment montré, c'est pas un projet qui est du Québec ici. Ça, c'est pour montrer la détection de minéraux délétères. Dans certains cas, il y a des zones de talc, des zones de pyrophylite, des zones d'argile gonflante, des zones de kaolinite qui peuvent causer des problèmes à l'usine, donc dans le broyage du minerai. Donc ça, c'est juste une slide ici pour montrer que c'est des minéraux qu'on peut détecter facilement, même en très faible quantité, même en traces. C'est quelque chose qui est très difficile à voir à l'œil, alors que nous, on peut avoir une très bonne détectabilité de ces minéraux-là. Autre chose, Simon l'a mentionné en bas, le RQD, bon, ici on a vu la vue totale là, de la carotte que Simon avait montré. Donc, prochaine slide. On n'est pas obligé de scanner des carottes. On a fait plusieurs essais ou plusieurs tests avec des morceaux, donc des grab samples ou des cailloux qui ont été ramassés là sur le terrain, qu'on peut mettre dans une boîte de carottes et scanner là en tant qu'échantillon. Donc ici, on a scanné 5 échantillons à la fois dans une boîte. On peut en mettre potentiellement jusqu'à 20. Donc il n'y a aucun changement là avec une carotte pleine, une carotte coupée ou des grab samples. On peut tout scanner de la même façon sans aucun réajustement. Donc ici, ce qu'on a vu, ici ce qu'on voit, c'est en fait 350 échantillons de terrain qui ont été ramassés, qui ont été scannés en une journée. Et ces échantillons de terrain ont été utilisés pour mapper la chimie des carbonates, donc encore une fois enchérite versus calcite. Et donc, on a été capable de rediriger un peu l'exploration régionale là, qui se faisait dans cette zone-là vers les zones d'enchérite. Sur la carte régionale, on a vu qu'il y avait 2 ou 3 zones qui ressortaient plus en enchérite. Donc, l'exploration là, a été refocusée sur ces zones d'enchérite-là. Autre chose qu'on pourrait faire avec ça, c'est évidemment à la mine, faire des tests avec les échantillons de MOC, comparer les zones minéralisées, pas minéralisées. C'est des essais là qu'on a commencé à faire dans certains cas. On a des résultats préliminaires très prometteurs qu'on peut pas encore partager, mais ça va sûrement arriver dans le futur. Slide. Donc ici, je reviens encore une fois avec le Midwave. Ça, c'est quelque chose que je viens justement de partager sur LinkedIn hier. Ça, on peut le nommer, ce projet-là, ça vient de Goldfield, c'est le projet Windfall. Donc ici, c'est encore une fois avec le Midwave, on a trouvé cette année qu'on est capable de mapper ou de détecter la présence de quartz ou de silicification. Quelque chose que précédemment on pensait être impossible dans le shortwave, dans le Midwave, on pensait qu'on devait vraiment avoir le Longwave pour ça, mais là on voit que non, on est capable d'utiliser le Midwave pour mapper les zones de silicification. Donc ici, ce qu'on voit à gauche sur le graphe, c'est que les zones de silicification correspondent 1 pour 1 avec la minéralisation. Donc, toutes les zones minéralisées ressortent silicifiées. C'est connu, c'est quelque chose qui est connu, qui est commun là, à Windfall. Donc, c'est pas un résultat qui est surprenant, mais c'est surprenant de notre côté d'avoir si bien mappé, si bien avoir trouvé cette corrélation-là entre les zones minéralisées et les zones silicifiées. Autre chose qu'on peut penser avec ça en détectant la silicification, ça va être d'estimer la dureté de la roche, potentiellement pour aller faire du concassage. C'est un paramètre là, qui pourrait être sorti ici en voyant la roche elle est silicifiée ou non. Prochaine slide. Donc ici, c'est le résumé là, plus global de ce trou-là, de ce forage-là. Donc ici, on a changé un peu les codes de couleur, mais la zone de quartz ici est en bleu sur la première colonne. Les autres colonnes, c'est les chimies des minéraux. Donc chimie des mica blancs, comme je montre d'habitude, chimie des chlorites et chimie des carbonates. À droite, on voit notre score d'altération, les teneurs en or, la lithologie et le pourcentage de chlorite dans les graphes là, respectivement. Donc ici, ce qu'on peut commencer à voir quand on fait des graphes là, en ajoutant la plupart des minéraux, c'est non seulement on a les corrélations avec les zones de minéralisation, mais aussi on peut trouver des corrélations avec la lithologie. Par exemple, ici, l'avant-dernière colonne, donc le code lithologique en brun, on a les unités intrusives mafiques, I3, et en jaune-vert, c'est les unités plus felsiques, donc I1. Ici, on voit que la chlorite
n'apparaît que dans les zones mafiques. Donc, ici, le graphe complètement à droite, la trace noire, c'est l'abondance relative là, de chlorite. Et on voit qu'il y a une correspondance, encore une fois, 1 pour 1 avec les zones qui ont été loguées comme du I3, donc les unités intrusives mafiques. Donc, c'est quelque chose ici, la présence de certains minéraux peut être utilisée pour mapper la lithologie, pour s'aider à faire le log lithologique. Ici, c'est quand même assez clair parce que c'est I1 et I3. Dans certaines zones, c'est un peu plus difficile à faire la distinction si on a des unités mafiques, ultramafiques. Certains minéraux comme le talc pourrait apparaître dans les zones ultramafiques alors que ça serait de la chlorite dans les zones mafiques. Donc, il y a certains minéraux là, qui permettent de faire la distinction d'unité lithologique. Et si on va regarder plus en détail, après, on peut voir qu'il y a un changement de la chimie de cette chlorite-là. Aujourd'hui, je peux pas l'expliquer, mais on voit que dans la colonne de chlorite, ça commence en orange en haut et ça termine par du violet complètement en bas. Donc, ça représente le numéro MG. Donc, MG80 en haut, MG40 en bas. Quelle est la significance de ce changement de chimie de chlorite-là? Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, mais on peut le voir ici, on peut le quantifier. C'est potentiellement un changement du protolithe, un changement de la chimie de ces unités mafiques-là, peut-être un changement d'altération, peut-être un changement de métamorphisme, ça reste à déterminer. En tous les cas ici, c'est ça qu'on peut voir. Donc, plusieurs minéraux peuvent indépendamment là, ou tous ensemble nous dire des informations, soit sur l'altération, soit sur la lithologie. Prochaine slide. Faut faire attention de ne pas faire des généralisations. Quand on dit dans les zones minéralisées, c'est de l'anchérite, dans les zones minéralisées, c'est de la phingite, c'est de la chlorite MgX, MgY, c'est pas tout le temps vrai. Ici, j'ai pris ce forage-là qui vient d'un autre projet pour montrer la relation inverse. Donc ici, encore une fois, la dernière colonne de couleur ici, c'est la chimie des carbonates, donc en bleu, l'anchérite, en orange, jaune, la calcite. Donc ici, on voit la relation inverse par rapport au dépôt précédent. Ici, les zones minéralisées, c'est des zones qui ressortent en calcite plutôt qu'en anchérite. Donc, c'est juste quelque chose ici que je veux montrer là pour dire de faire attention. C'est pas tout le temps un minéral qui va apparaître dans chacun des dépôts. C'est évidemment spécifique au type d'altération qu'il y a dans le dépôt et donc c'est spécifique à chaque site. Une autre chose qu'on peut voir sur cette slide-là, je pense que je la montre sur la prochaine image. Voilà. Ici, la deuxième colonne, c'est encore une fois le quartz. Donc, on peut regarder sur la zone du haut, on voit la photo avec des petits intervalles blancs. Donc, évidemment, ça ressort en quartz. L'intervalle du bas, qui est highlighté en bas, il y a aussi 2-3 petites zones de vénules blanches. Ça ressort pas du tout dans les zones de quartz. Dans ce cas-là, c'est des vénules de calcite, de carbonate, en fait, d'anchérite ou de mix, qui ressort là, qui ressort peut-être pas visiblement ici parce qu'il y a de l'anchérite partout, mais qui ressortirait sur l'image du shortwave dans les carbonates, par exemple. Donc, ici, tout ça pour dire que détecter des vénules blanches que parfois on essaye de faire à l'œil ou à partir de photos, simplement de la carotte, c'est un peu difficile. Du blanc de quartz, c'est difficile de distinguer du blanc de carbonate. Ben ici, avec le Midwave, on est capable de faire très facilement la distinction entre les veines de quartz et les veines de carbonate. Et donc, on peut commencer à faire maintenant des calculs plus quantitatifs, compter le nombre de veines de quartz, compter le pourcentage de quartz. Potentiellement, on pourrait commencer à regarder la direction, les angles de ces veines de quartz. Donc, on peut commencer à faire là, des calculs plus automatisés, plus objectifs, en se basant vraiment sur la minéralogie de ce qu'on a. Prochaine slide. Donc ça, c'est juste pour résumer là, le tout. Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire avec la spectroscopie ici? Ça se résume en 3 choses dans ma tête. C'est de la cartographie des zones d'altération qui sont souvent plus larges que juste les zones minéralisées. Donc ici, on le voit avec la chimie des carbonates. Donc, la chimie des carbonates, c'est en 2 à 3 fois plus large que la zone minéralisée. Deuxième chose qu'on peut faire, cartographie là, des zones minéralisées, des intervalles minéralisés avec certains paramètres comme le quartz, par exemple. Et finalement, dernière chose qu'on peut faire pour résumer, la cartographie lithologique, donc certaines corrélations qu'on peut voir entre la présence de certains minéraux clés et de certaines unités lithologiques. Donc, tout ça pour, au final, améliorer la fiabilité du core logging que les géologues vont faire. Encore une fois, on ne remplace pas les géologues, mais on les sécurise à faire leur log. On augmente la confiance qu'ils ont et on augmente la vitesse du core logging.
Donc voilà, je pense que c'est la dernière slide. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. Et voilà, pour wrapper tout ça au niveau de la solution lithologique, ce qu'on a pu démontrer, c'est notre capacité à analyser un grand nombre d'échantillons par jour, automatiser plusieurs tâches là, qui sont périphériques au core logging, comme les photos subtilmagnétiques et les mesures du RQD. On a démontré la capacité à livrer en 24 heures, ce qui est un enjeu pour plusieurs de nos clients, à faire les analyses sur place. Donc, un autre enjeu aussi, ne pas déplacer les données, question de confidentialité, de sécurité. Enfin, tout se passe à même l'équipement, donc les données peuvent rester locales sans problème. Et finalement, c'est une technique d'analyse qui est sans entraînement. Et là, je parle vraiment des algorithmes d'identification minéralogique. Il y a plusieurs solutions commerciales aujourd'hui qui utilisent des systèmes d'apprentissage machine qui ont comme impact de prendre plusieurs semaines, plusieurs mois à s'entraîner pour arriver à avoir une détection qui est statistique au niveau de la minéralogie. Dans notre cas, on utilise vraiment la spectroscopie. Donc, c'est un procédé qui est plus déterministique, ce qui est basé sur les propriétés physiques et chimiques de la matière. Donc, on a des librairies qui sont globales, donc qui ne sont pas spécifiques à chaque site. Donc, ça permet de faire un démarrage de projet beaucoup plus rapidement et de s'assurer de la continuité, de la précision des analyses, sans se soucier si on doit réentraîner en cours de projet au niveau des algorithmes. Donc, c'est comme ça que se définit la solution de lithologique. Alors, merci beaucoup de votre attention. On est ouvert aux questions si vous voulez discuter ou poser des questions par rapport à notre solution. N'hésitez pas.